on s'est dit, mais il y a quand même une bonne chose, c'est la solidarité. Parce que sans la solidarité, c'est pas possible de s'assurer. Alors on avait des exemples. Par exemple, moi je me rappelle à Villeurbanne, on avait un gars qui était malade, qui était tuberculeux. Il avait une assurance. L'assurance l'a remboursé pendant 1 an. Et son contrat disait qu'au bout d'1 an, c'était terminé. Vous voyez, il y avait des clauses dans les contrats phénoménales, quoi. Les gars ne s'en rendaient pas compte. Ils prenaient une assurance, ils signaient leur contrat. Puis après, il y avait des clauses d'exclusion terribles. Comme toutes les assurances. Hein. Et oui, toutes les assurances. Donc, on est quelques-uns, on s'est dit, non, ce qu'il faut, c'est améliorer. C'est améliorer le système. Parce qu'à ce moment-là, on ne remboursait qu'à 50%, et à partir de 65 ans, les adultes, disons, n'étaient remboursés qu'en gros risque. Alors dans la liste, à ce moment-là, il y avait 27 maladies. Je crois maintenant il y en a un peu plus de 30. Hein. À cette époque-là, je crois qu'il y en avait 27. Ils étaient remboursés à 50% sur ces 27 maladies. D'accord, mais c'est les maladies qui correspondent aux affections longue durée? Oui. C'est ça? Oui, la liste des ALD. La liste des longue durée, oui. Oui, il n'y avait que ça. Il y avait que ça, pour les adultes. Hein. Alors les enfants jusqu'à 16 ans et les personnes de plus de 65 ans, ils étaient remboursés sur le petit risque, donc la grippe, le truc comme ça, mais à 50%. Alors les complémentaires à ce moment-là, les assurances qu'ils avaient, les gars qui avaient des contrats, ils leur ont proposé des complémentaires, et en disant, vous ne pouvez pas rester assuré comme ça, vous êtes assuré pour rien du tout, puis ils en ont rajouté quand même un peu aussi. Hein. Oui. Donc vous êtes assuré pour rien du tout et tout, il faut prendre une complémentaire. Et à la limite, les complémentaires, elles leur coûtaient pratiquement aussi cher que les contrats qu'ils avaient avant. Oui. Donc ils pensaient payer l'obligatoire pour rien, quoi. Oui. En disant, je suis pas mieux assuré qu'avant, et je paye à 2 endroits. Alors que c'était les assurances qui s'en mettaient plein les Ben voilà. Ouais. Voilà. Enfin, c'est comme d'habitude, quoi. Et puis ça continue. Oui. Et puis ça continue. Et comment ça se fait que vous vous êtes beaucoup mobilisé là-dessus? Vous commenciez juste votre carrière ou... Non, j'avais 37 ans. Ah oui? Donc je me suis mis à mon compte à 23 ans. Alors. Ah oui, d'accord. Ouais. Je sais pas, c'est parti avec des collègues, n'importe quoi. Je sais pas comment c'est parti, quoi. Je faisais les marchés, moi. Alors, je faisais les marchés à la Verpillière, tout ça, et c'était... Ah oui, c'est là que ça a commencé. On appelait ça la petite Isère, quoi. Eh oui. Les départements qui sont... Les communes qui sont dans le Rhône maintenant, mais qui sont... Et ça a commencé comme ça. D'accord. Donc je suis allé au premier meeting à la Tour du... La Tour du Pin, c'est... oui, après la Tour du Pin, bon. Le pays où il y avait des coups, quoi. Ah oui, d'accord. Il avait un bistrot là-bas. Ah oui, C'était... Oh, je connais pas bien. pourtant, mais Ça reviendra, ça reviendra. ça reviendra, oui. Et puis voilà, j'étais encodé comme ça. Et puis petit à petit, je ne sais pas pourquoi, après on avait monté des comités dans les quartiers. Et moi, j'étais dans le 7e à ce moment-là. Et je vois dans le 7e, on faisait des réunions le soir dans un café et tout. On était jusqu'à 150. Hein. Alors on invitait les gens, il y avait toujours, je me rappelle, il y avait toujours un sénateur là, qui venait, un conseiller général, puis sénateur, le père Fulchiron. Ah oui, d'accord. Oui, le père Fulchiron. Il venait à toutes nos réunions. Et il venait me voir dans la semaine, encore tout ça, il suivait le truc. Hein. Ah, c'est bien. Ouais. Et ça vous a servi après? Il a servi de relais pour... Pas tellement, non. Non? Non, il commençait déjà quand même à avoir pas mal de bouteilles à cette époque-là. Eh oui. Oui. Donc il n'a pas été très efficace, mais enfin, c'est un soutien quand même, quoi. Oui, c'est bien. Oui. C'est un soutien quand même. Alors, on a aussi insisté sur, et ça je m'en souviens, sur le fait qu'il y avait aussi une revendication fiscale en même temps. Bah oui, ça s'est enchaîné après. Et comment ça marchait les deux? Comment ça s'est... Bah, c'est un peu tout mélangé. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Oui. Oui, ça c'est un peu tout mélangé. Il y avait effectivement, il y a eu la revendication après fiscale, puisque on a un petit peu envahi des perceptions aussi, des trucs comme ça. Brûler des trucs. Oui. Des documents, oui. Oui. Qui sont passés par les fenêtres. Vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Pardon? C'est intéressant. Bah, vous pouvez nous en dire plus sur ces actions comme ça?
Oui, alors, je renie pas, mais j'ai participé. Comme j'étais tout seul pour travailler, j'ai pas pu assister à toutes. Ça se passait encore à Lyon, ça allait, mais j'ai jamais été mener des actions ailleurs, quoi. Si ce n'est, par exemple, à la Tour du Pin, pour le procès de Gérard Nicou, là, on avait fait une grosse manifestation, et là, à ce moment-là, on avait les gauchistes qui voulaient se mêler à nous. Alors on s'en est vu parce qu'il fallait qu'on se méfie des CRS et on voulait surtout pas avoir les gauchistes avec nous, quoi. On voulait pas politiser le mouvement. Donc, mais là, on s'en est vu parce que les gauchistes venaient avec nous et puis ils se mettent le caca. Puis après, on était là, nous on recevait au même titre qu'eux, quoi. Donc il y a eu des grosses manifestations comme ça. Et puis, il y a eu, on a deux gars, là, je vous en avais parlé, qui ont enlevé le père Pro, qui était président de la caisse de retraite. Et puis, ils ont été arrêtés derrière. Alors, on a manifesté pour les faire libérer, bien sûr. On a manifesté pour les faire libérer. Là, on a manifesté à la préfecture de la Tour du Pin. Et moi, je me rappelle, là, j'y étais, là, c'était un vendredi soir. Et vendredi soir, et le maire qui arrive en voiture, tout le monde qui l'assaille, il fait le truc et tout, il essaye de descendre de voiture et tout. Alors, je vais là-bas, et puis je me suis mis un petit peu en protection du maire, quoi, pour pas qu'il l'agresse, quoi. Mais on l'a gardé 1 heure dans sa bagnole, quoi. Il était un peu séquestré, si vous voulez, quoi. Enfin, il était dans sa voiture, et là, je suis à peu près certain que personne ne l'a touché, et moi, j'étais contre la portière de la bagnole, c'était le truc et tout, mais manque de peau, le lendemain matin, Le Progrès en première page, j'étais en photo, et paf, j'étais embarqué. Ah oui. J'étais embarqué, c'est course, quoi. Mais le maire a été sympa, il a témoigné que je l'avais protégé, tout un truc et tout. J'ai fait 15 jours de tôle, mais j'ai pas eu de poursuite. Ah oui. Non, j'ai pas eu de poursuite, je suis même pas passé au procès ni rien. Ah oui. Non. Alors, j'ai eu ni non-lieu ni rien, ils m'ont relâché. Oui, même pas. Puis j'ai rien demandé à personne, moi j'étais dehors, personne ne m'a rien demandé, j'ai rien demandé à personne, quoi. On vous a quand même retenu 15 jours. Ah, 15 jours, oui. C'est pas neutre. Ah, oui. Vous pouviez pas travailler pendant ce temps. Ah bah non, bien sûr que non. Ouais. Alors les collègues sur le marché, à mon emplacement, Ouais. ils avaient mis des tréteaux avec une pancarte. Notre ami Rosan est en prison pour défendre les retraites, des trucs comme ça et tout. Ah oui. Et ils voulaient que personne se mette à ma place. C'est ça. Ouais. Ah mais il y avait une solidarité, là, vraiment au départ, il y avait une solidarité phénoménale. Et ça a changé maintenant. Oui. Mais ça Et puis maintenant, il y a déjà beaucoup moins de commerçants, d'artisans. Oui. Bah oui, Et puis les gens, la vie est tellement dure qu'ils n'arrivent pas à se libérer, quoi. Faut pas compter faire une manifestation maintenant, les gens, ils se libèrent pas. Hein. Alors maintenant, il y a des actions qui sont menées, mais c'est plus des commandos, un peu, enfin des commandos, mais ils sont pas nombreux. Hein. Quand ils font des manifestations, ils sont 20, 40, 50, un truc comme ça. Nous, on avait quand même, on était près de 4000 au Palais des Sports à Paris. Hein. Ah oui. Et je me rappelle, il y a une fois, quand on voulait le remboursement à 100%, on était à Paris, je ne sais pas où on était, et on avait promis de monter sur le ministère, de faire un truc et tout. Et à ce moment-là, c'était Edgar Faure qui était ministre des Affaires sociales. Et il y a une délégation qui y va, donc avec Gérard Nicou, il y avait donc Vignal et tout. Ils vont trouver Edgar Faure. Et ils reviennent à 4h de l'après-midi, là, on était chaud bouillant et tout. Il nous dit, ça y est, on a obtenu le 100%. Ah oui. Edgar Faure avait accepté donc que les longues maladies, soient prises à 100%. Alors bon, on est rentré, quoi. On n'a pas manifesté outre mesure. Bah, c'est bien, oui. Ah oui, mais là, on a fait des pressions phénoménales sur le gouvernement. Hein. Moi, au Palais des Sports, par exemple, je ne me rappelle plus en quelle année, c'était une élection présidentielle, et il y avait Chaban-Delmas qui venait faire un meeting. Il était candidat à cette époque-là, à l'élection présidentielle, je ne me rappelle plus en quelle année. Hein. Ça devait être en 72 ou 74, quelque chose comme ça, quoi. Enfin, Oui. je ne me rappelle pas. Hein.
Ils étaient venus au Palais des Sports. Et on avait réussi, on avait des gars qui étaient allés au siège de l'RPR à ce moment-là, qui étaient allés au siège de l'RPR puis qui avaient piqué des cartons d'invitation. Donc on avait tous des invitations, on est rentrés là-bas et puis on l'a chahuté quand ils sont rentrés dans la salle. On l'a chahuté, il y avait des trompettes, il y avait des machins, mais il y avait des femmes, des gosses, tout et tout. Mais on s'est fait massacrer par le SAC. Ah oui. À cette époque-là, les services d'action civique. On s'est fait massacrer et heureusement que les CRS sont arrivés pour nous séparer parce que nous on y était allés les mains vides et eux ils avaient tous des matraques, des trucs comme ça et tout, des poings américains, des machins et tout. Hein. Eux ils étaient là pour se battre. Hein. Nous on y était allés pour manifester mais pour se battre. On a tous les mains dans les poches. Hein. Mais là, moi je me rappelle, je suis rentré en lambeaux déchiquetés. La chemise, la veste, tout partagé, tout déchiré et tout. Ah oui, oui. Mais là, ça m'avait chauffé dur, hein. Parce que c'était quand même des pros c'était quand même des pros, hein, ça, que c'était tous des voyous qu'ils avaient récupérés, quoi. Ouais. Plus ou moins des gars du milieu et tout qu'ils avaient récupérés, hein. Ouais, c'était une drôle d'époque, hein. Ah oui, oui. Et là, on s'était battus comme des chiens, hein. Et heureusement que les flics sont arrivés, les CRS, alors... Ils ont tapé un peu sur tout le monde, mais je reconnais qu'ils ont tapé plus fort sur ceux du SAC que sur nous, quoi. Parce qu'il y avait quand même la police officielle et puis le SAC. Oui, qui ne s'appréciaient pas. Voilà. Mais vous voyez, on a fait ce genre de manifestation. Mais alors, il y a eu des débordements, mais les manifestations on est toujours partis pour faire. Il ne marche pas mon téléphone. Ah. Je ne peux pas répondre, je ne sais pas ce qu'il a, je n'en sais rien. Mon ordinateur non plus, je suis pas de tous les côtés. Enfin, j'ai mon petit-fils qui doit venir demain pour regarder un peu. Bon, il a plus l'habitude de servir de ces trucs-là, quoi. Oui, alors on partait faire des manifestations, mais pour manifester, pour faire le nombre, pour aller, disons, empêcher des... Je me rappelle, une fois, Giscard d'Estaing était venu à Lyon, au Palais de la Foire, inaugurer la foire ou quelque chose comme ça. On était allé l'accueillir là-bas. Alors, ils nous avaient pas laissé rentrer, mais on était contre les grilles du parc, on était dans le parc, et puis on faisait du foin, des machins. Alors, il y avait des sifflets, des trompettes, des trucs comme ça, quoi, pour me l'accueillir. Et puis alors, le soir, il repartait le soir, à cette époque-là, c'était de Bron, il avait son avion personnel et tout. Ouais. On est allé sur la piste de Bron, avec des lances machin de feu d'artifice sur la piste, et on a tiré un feu d'artifice au milieu de la piste. Il est parti avec 2 heures de retard. Alors après, bon, on a été chargé par les flics, il a fallu qu'on se sauve, quoi. Quand on voyait, après on se sauvait, hein. Mais vous voyez, il est parti avec 2 heures de retard. Il fait un feu d'artifice au milieu de la piste. Bon. Alors, on ne vous a pas poursuivi après pour ça? Non. Il n'y a pas eu de... on s'est pas fait arrêter là. Hein. Ouais. Là, il fallait se faire arrêter sur le coup après. Ouais. Par contre, j'ai été convoqué, je ne sais combien de fois, toutes les fois qu'il y avait un truc, j'ai été convoqué à cette époque-là, c'était à Vauban. Alors, on me demandait qu'est-ce que je faisais à ce moment-là, mais j'ai pas eu d'autres inconvénients, quoi. Ouais. Pas de conséquences. Pas de conséquences, non. Peut-être parce que l'esprit des actions, c'était plutôt bon enfant, c'était juste pour marquer le coup et pas pour faire des dégâts. Et moi, je me souviens, par exemple, les 15 jours que j'ai fait en prison, ils nous avaient laissés ensemble. Hein. Ah oui. On était 3 dans la cellule, mais on était 3 collègues qu'on avait de manifestants, ils nous avaient laissés ensemble. Et les gardiens de prison, ils venaient dans la cellule, on discutait pendant 2 heures avec eux, quoi. Et puis, ils nous ont toujours vouvoyés, ils nous ont toujours... Donc on avait un autre traitement quand même que les droits communs, quoi. Sans avoir un traitement particulier officiellement, parce que ça n'existe pas. On parle des fois de détenus politiques, ça n'existe pas. Enfin, à cette époque-là, ça n'existait pas. Mais les gardiens avaient une autre attitude avec nous, quoi. Parce que vous aussi, vous aviez une autre attitude. Ben voilà, c'est ça. Puis ils sentaient qu'ils n'avaient pas affaire à des voyous, quoi. Oui, c'était juste là pour vous défendre des idées. Voilà. Donc en fait, vous vous êtes engagé parce que vous étiez plusieurs collègues et voilà, c'est ça. Pris dans l'engrenage, quoi. Voilà. Et puis après, ça s'est trouvé que
je me suis trouvé là, donc on avait essayé de faire des petites structures, alors je me suis trouvé délégué du 7e arrondissement, j'étais à Lyon à ce moment-là. Et puis après, il y avait un bureau départemental. Alors, de me dire, ah, tu vas, machin, faut que tu rentres au bureau. Je dis non, rigolez, moi, pas pour ça. Puis bon, j'ai été désigné comme secrétaire adjoint. Alors, petit à petit, j'ai pris du galon, quoi, si vous voulez, dans ce truc-là. Et puis le problème, j'avais une certaine autorité quand même. Dans les manifs ou n'importe quoi, pour calmer et tout, j'arrivais à me faire écouter un petit peu, quoi. Alors déjà, j'avais pas besoin, quand on était en panne de micro, c'est moi qui prenais la parole parce que il m'entendait. Mais donc c'est parti un peu comme ça. Et puis alors l'élection, je sais pas, je crois que je vous en ai parlé. J'ai été là par hasard puisque je devais pas être sur la liste et j'ai remplacé un gars qui était pas compatible. Donc voilà. Et à aucun moment, des partis politiques, ils ont essayé de vous recruter Si. Tous. Oh, tous. Moi, ça dépend où j'allais. Par exemple, j'étais pendant quelques temps au comité économique et social. Quand je suis arrivé, moi là-bas, les gars, ils ont cru que j'étais au Front National. Vous rigolez, non? Après, il y en a qui disaient que j'étais communiste. Ah mais ça passait de l'un à l'autre, n'importe quoi. Alors moi, je dis, si vous le pensez, vous voyez le problème, moi, j'ai pas à vous dire ce que je suis. J'ai pas à vous dire mes idées politiques, je suis pas là pour faire de la politique, j'ai pas à vous donner mes idées politiques. Je dis, moi je fais de la politique quand je suis dans l'isoloir. Et là, après c'est terminé. Et j'avais un collègue, là, Éperon, là, qui était siégé avec moi une fois. Mais il me disait, mec, alors lui, c'était un copain noir, il a trempé dans tous les trucs, enfin bref. Il a été conseiller municipal à Lyon, il a fait... Et tout, alors il me disait, mais quand même... Alors lui, il pensait que j'étais socialiste. Il me dit, mais t'es socialiste? C'est ton idée. Mais dis-moi, tu peux bien me dire ce que tu es, tu sais bien ce que je suis, moi. Toi, si tu veux que tout le monde le sache, tu vois. Moi, ça ne m'intéresse pas que tout le monde sache, connaisse mes idées. Je lui dis, tu vois, je vais voter, je ne dis même pas à ma femme comment il faut qu'elle vote. C'est son problème. Alors, tu vois, je ne veux pas te le dire à toi, je te dis même pas à ma femme, toi, comment je vote et comment qu'il faut qu'elle vote. Je ne dis même pas à ma femme, alors tu vois, je ne veux pas te le dire à toi. Mais bien sûr tout le monde a essayé de récupérer. D'ailleurs, Gérard Nicou, c'était un tripin phénoménal, hein, parce que quand il a commencé, il avait 20 ans. Hein. Il avait été émancipé pour prendre son bistrot, hein, il n'avait pas, la majorité a été à 21 ans. Ah oui, il avait été émancipé pour pouvoir prendre un commerce. Hein. Et donc, il a été sollicité de tous les côtés. D'ailleurs, quand ils ont vu qu'il ne pouvait pas l'acheter, et il a énormément de défauts, il a fait des conneries, mais phénoménales. Hein, mais il ne s'est jamais laissé acheter, disons. On peut dire ce qu'on veut de lui, mais c'est pas un vendu, quoi, disons. Et quand ils ont vu ça, ils l'ont démoli. Ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas l'acheter, ils l'ont démoli. Alors après, avec les renseignements généraux, les trucs comme ça et tout, il est parti des bruits, des trucs, des machins. On l'a sali au maximum qu'on a pu parce qu'ils n'ont pas pu l'acheter. Eh oui. Mais c'était... Alors la politique, on s'y est frotté, quoi. Mais en essayant de... Alors, il y en a chez nous qui ont fait de la politique, hein. Oui. Il y avait Forestier, par exemple, de l'Isère, là. Lui, il a été élu au conseil régional sur la liste du Front National. Hein. Et c'est pour ça que quand je suis arrivé à Charbonnières derrière lui, voilà. Bon, mais j'étais au comité économique. Ils ont fait l'amalgame, ils ont dit... Eh oui. Mais voyez, non, moi j'ai toujours eu des rapports, disons. Et la dernière fois que j'ai fait un truc là, c'était... Je ne me rappelle plus. C'était pour le RSI, là, pour essayer de faire changer la campagne. J'avais fait j'avais écrit à tous les parlementaires de la région Rhône-Alpes, et je suis allé en voir à peu près la moitié, hein, mais de droite, de gauche ou n'importe quoi, sans tenir compte pour moi, c'était un élu, c'était un sénateur, c'était un député, c'était pas un membre de parti politique, quoi. Et à la limite, ça s'est super bien passé. Oui.
Il y en a qu'un qui m'a reproché d'avoir rencontré des socialistes. C'est de la Verpillière. Ah oui. C'est le seul qui me l'a reproché. Les autres, autrement, ils savaient que j'allais voir tout le monde, mais ils l'admettaient, quoi. De la Verpillière, il me dit, mais si vous allez voir les socialistes, vous... Alors, bon, il dit, oui, n'importe comment, on va voir tout le monde. Il dit, je ne suis pas allé voir des socialistes, je suis allé voir des députés ou des sénateurs. Mais voilà. Ouais. Il n'arrivait pas à concevoir ça, lui. Hein. Ah oui, il n'admettait pas. Oui, parce que avant et même maintenant, et surtout maintenant, c'est difficile d'imaginer une personne qui reste dans son engagement militant et pas de l'aspect politique. Ils se font tous absorbés par la machine politique et puis par l'appât du gain aussi, parce que voilà, ils y trouvent forcément l'intérêt. Le gain et puis la notoriété, et puis les médailles, ça fait courir autant que le gain, je crois. Oui. Parce que dans les mouvements sociaux qui sont médiatisés maintenant, les têtes d'affiche, on les retrouve après dans les partis. On voit avec les écologistes ou les trucs comme ça, qui sont partis sur des idées qui étaient, à mon sens, super bonnes, quoi. L'écologie, la protection de la nature, le truc comme ça et tout, c'est super bien, mais bon, entre eux, déjà, c'est politique, quoi, maintenant. Et c'est l'inconvénient. Mais oui, c'est difficile de résister. Hein. Disons que si vous voulez, le Sidénati, il n'a pas résisté, il est mort. Oui. Il a pas voulu, on n'a pas voulu s'engager politiquement, mais du coup, ils nous ont squeezé et puis on est mort, quoi. Ça n'existe plus maintenant, il n'y a plus rien, quoi. Et il n'y a pas d'organe de défense qui ne soit pas inféodé. On a les syndicats, on a les trucs, mais on a par exemple le plus gros syndicat que pour représenter les travailleurs indépendants, c'est l'UPA. Mais l'UPA, alors, moi j'ai des bons copains, et là, même au conseil, il y en avait des gars sincères et impeccables et tout, mais à la tête en haut, les gars, ils vivent de subventions. L'UPA, je crois que j'ai vu l'année dernière ou il y a 2 ans, ils ont un budget qui est à 100 000 € près, qui est celui du MEDEF. Mais tout ça, c'est avec des subventions, c'est avec les fonds de formation, c'est pas avec des cotisations de militants, hein. C'est toute la récupération. Alors, il y a beaucoup les formations. Oui. Ils font beaucoup de séances de formation et là, ils sont subventionnés pour faire des formations, des trucs comme ça, et ils vivent avec ça. Hein. Donc, ils sont coincés avec le gouvernement. Alors, ils font un peu de cinéma comme ça, mais en définitive, ils acceptent le gouvernement. Moi, j'ai l'exemple, par exemple, le président national, Quévillon, il était à Lyon avant-hier, tiens. Mais je me rappelle une fois, moi je m'occupais d'une commission là où on étudiait un peu, où on a quand même pas mal travaillé sur l'amélioration du régime. Et une fois je le chope, je lui ai dit voilà, il faudrait qu'on voit tel et tel truc, là, il faudrait qu'on améliore le système, c'était sur les indemnités journalières, un truc comme ça, il me dit écoute, presse-toi pas, bouge-toi pas, il dit je dois rencontrer Bertrand la semaine prochaine, je vais lui demander ce qu'il en pense. Mais j'ai dit, mais attends, voir. Tu vas demander à lui ce qu'il pense de nos trucs, tu vas pas lui dire toi ce que tu veux. Mais je comprends plus, là. C'est le monde à l'envers. Et ben voilà, ils sont comme ça, quoi. Et puis alors, bon, moi, je vois là, je ne sais plus maintenant, mais ça a changé. Il était copain avec Bertrand, avec Hortefeux, avec toute l'équipe et tout. Ça a changé de majorité, mais il est toujours copain avec les ministres, quand même. Oui. Mais le problème, c'est que à la Caisse nationale, on fait passer les desiderata du gouvernement. Ils présentent les projets qui viennent alors soit du gouvernement, soit de la direction nationale de la Sécu. Bon, maintenant c'est Fatoum, oui. Oui, avant c'était machin qui était à Saint-Étienne maintenant. Libo. Oui, je l'ai bien connu. Fatoum, je l'ai vu qu'une fois. Hein. Et puis après j'ai arrêté, quoi. Mais je l'ai vu qu'une fois quand il a été nommé. Il était venu à la Caisse nationale.
Je l'ai vu qu'une fois, Fatoum, je ne le connais pas. Il travaillait avec Van Rockeghem à la CNAM avant. Ah oui, d'accord. Il était son chef de cabinet, je crois. Oui, mais apparemment, est-ce que c'est vrai ou pas vrai, mais notre président Kévillon, il m'a dit, Fatoum, il est de chez moi, et son père, c'est mon médecin. Alors, je sais pas, j'ai jamais vérifié, hein, j'en sais rien, mais il y a des grandes chances que ce soit vrai, en plus, alors, vous voyez, ça change, mais... Oui. Ouais. Mais il y a une implication forte entre les deux, de toute façon, donc Oui. c'est difficile aussi d'en faire abstraction. Hein. Ah ben c'est difficile, hein. C'est difficile, hein. Pour que Mais je vois bien, même nous-mêmes en commission, hein. Par contre, il y a eu des fois des collaborateurs, disons, du ministère des Affaires sociales. On a eu des gars, il y en avait un ou deux, par exemple, vraiment bien, qui nous aidaient quand on avait des revendications et tout. Ils disaient, là, ça va être difficile. Hein. Ou ils disaient, là, je crois que vous pouvez tenter votre chance. Ouais. Donc ils nous aidaient quand même, malgré tout. Oui. Et puis des fois, sur des nuances, des trucs comme ça, ils nous aidaient à faire des projets. Oui, oui. On a travaillé en bonne intelligence avec eux. Hein. Bien. Ah oui, c'était pas mal. C'était pas mal. Oui, on voulait aussi vous interroger sur la gestion du risque, parce que c'est quand même quelque chose qui est important. Les dépenses de maladie ont toujours été plus importantes que ce qu'on avait prévu. On a toujours couru après pour essayer de les diminuer. Et il y a quand même eu des initiatives importantes avec la GDR oui. à partir des années 90, oui. qui a abouti à la création de l'URCAM. Mais après, comment est-ce qu'on est passé de la GDR à l'URCAM et puis après à l'ARS? Comment est-ce que vous voyez l'évolution entre tout ça? Alors disons que si vous voulez, le passé de la GDR avec l'URCAM, ça s'est relativement bien passé dans 90% des caisses. Hein. Oui. Des caisses de base, quoi, des caisses primaires. Mais il y a toujours deux, trois qui est un peu réticente, quoi. Qui se voyaient enlever le pain de la bouche, quoi. Oui. Donc, mais autrement, relativement, ça s'est quand même relativement bien passé. Et là, c'était les rapports avec les professions de santé. On avait affaire, à l'URCAM, on avait affaire à l'Union des médecins libéraux. Oui, hein, RML. Alors, le premier qu'on avait, c'était un pneumologue de la Drôme, je ne me rappelle plus de son nom, Guillet, docteur Guillet de la Drôme. Et puis après, on a eu chirurgien, la clinique Viala Caton. Ouais. Mais avec Guillet, ça se passait très bien. Avec Caton, un peu moins. Caton, c'était le fric, lui. Hein. Il y avait que le fric qui comptait, lui. Hein. C'était un fricard. Et Guillet, par contre, était plus consensuel. On a pas mal travaillé avec Guillet. On avait fait des réunions communes avec les caisses primaires, avec les responsables de gestion du risque et tout, et ils participaient avec nous, et bien, quoi. Et est-ce que vous pensez que la gestion du risque a servi à quelque chose? Est-ce que ça a infléchi les dépenses? Comment vous le voyez après coup? Ça a peut-être évité qu'elles s'envolent vraiment. Je ne crois pas que ça les a infléchis. Mais ça a quand même calmé un petit peu l'envolée, quoi. Ça a calmé l'envolée, pour le moins. Alors il y a des choses qui étaient quand même très justifiées, hein. Mais les médecins y acceptent difficilement. Hein. Oui. Les médecins y acceptent difficilement. Hein. Et je vois en commission paritaire, c'était toujours des bagarres sur ces trucs-là. Et dans les conventions, avec les médecins, ils signent des conventions. Alors chaque convention, il s'engage à faire telle et telle action, tel et tel problème, tel et tel truc. Par contre, en contrepartie, on prend en charge leur cotisation sociale, on augmente un peu le truc, on prend en charge les appareils pour les cartes vitales, on prend en charge tout un truc et tout. Et là, tout ce qu'on leur donne, ils prennent, mais par contre, après, pour leur faire appliquer leurs engagements, c'est autre chose. Hein.
Alors après, il dit oui, mais c'est bien beau, mais c'est pas possible parce qu'il y a tel et tel problème et tout. Mais je dis, mais vous l'avez signé quand même. Vos syndicats l'ont signé, donc en connaissance de cause quand même. Hein, vous avez signé le document en connaissance de cause. Bah oui, mais ils se sont pas rendus compte que ce que ça allait faire et tout. Alors c'était des discussions à n'en plus finir. Et ça n'était pas appliqué en général? C'était appliqué par certains. Ouais. Puis il y en a qui ont toujours été à côté. Hein. Et puis alors, ces histoires, comme les conventions, elles sont renouvelables et tout. Les médecins, vous leur mettez une sanction. La première sanction que vous leur mettez, enfin c'est des avertissements, ils ont déjà des avertissements, ils ont des blancs, ils ont des trucs et tout. Et puis après, ils ont un mois de sortie de la convention. Ben, ils le prennent au mois d'août, et puis comme ça ils sont tranquilles, ils partent en vacances. Et ça les gêne pas. Et ça les gêne pas. Ouais. Ou alors ils iront avec sursis. Hein, et ils ont retrait de convention avec sursis. Et je me rappelle, moi, à la Caisse nationale, on avait passé un couple de pédiatres d'Alsace. Il y avait 6 ou 7 ans qu'ils étaient poursuivis par la sécurité sociale pour des dépassements d'honoraires, des abus, enfin des malversations, des trucs comme ça. Il y avait tout un tas de trucs et tout. Et toutes les fois, ils étaient arrivés au truc. Alors le maximum qu'ils avaient eu, je crois, c'était 6 mois de suspension de convention avec sursis. Le maximum qu'ils avaient eu. Et toutes les fois qu'il y a une convention qui est finie, on repart sur une autre, ça met les compteurs à zéro. On remet les compteurs à zéro, ils repartent tout neufs. Ils sont vierges. La nouvelle convention, ils sont vierges. Ils repartent à zéro. On n'a pas le droit, on n'a même pas le droit de faire allusion aux problèmes qu'ils avaient eu antérieurement. Alors, vous voyez? Non, mais c'est des négociateurs. Hein. Les to-be, c'est un lobby. Hein. Ah oui, ça. C'est un lobby. Et c'était très, très, très difficile de faire respecter, quoi. Il y en a toujours qui sont passés à travers, et puis, je vous dis, pour arriver à les faire respecter, c'est pas assez sévère. C'est pas assez sévère. Alors maintenant, ils ont créé les comités de... Mais c'est tout récent, hein. Moi j'ai jamais participé. Qui suivent les trucs, les Il y a les délégués de l'assurance maladie qui vont maintenant voir les médecins. Ah bah ça c'est les médecins conseils, ça. Hein. Non, non, c'est des délégués. Ah, oui, les dames. Oui, les dames. C'est ce qu'ils appellent les dames. Voilà, exactement. Oui, ce qu'ils appellent les dames. Oui, mais là, ils vont leur faire de la pédagogie. Oui, c'est ça. Mais ils ne vont pas pour les contrôler. Hein. Ils y vont pour leur faire de la pédagogie. Donc, en gros, les médecins font ce qu'ils veulent, quoi. Oh ben, grosso modo, oui. Ça, c'est ce que vous avez vu à l'URCAM. Ah oui, à l'URCAM et même dans les caisses, mais à l'URCAM, oui, surtout à l'URCAM. Parce que là, on voyait toute la région, quoi. Et alors, c'est surtout en France, il y a 3 régions. Hein. Il y a Paris, il y a la Côte d'Azur, et puis Lyon. Hein. Ailleurs, ça se passe quand même mieux. Ah oui, mais dans les grandes villes, dans les grands centres, Paris, Lyon et la Côte d'Azur, Nice, Marseille, c'est affreux, quoi. Oui. C'est affreux. Ailleurs, il y a moins de problèmes quand même. Et c'est lié à quoi, ça? C'est la puissance des syndicats. La densité médicale. La densité médicale et puis la puissance des syndicats. Et avec justement la création des ARS, il n'y a pas du tout de régulation par rapport à ça? On ne sait pas trop ce qui s'y passe dans les ARS. Enfin, moi j'y suis pas resté longtemps, hein. Il y a longtemps que j'y suis plus, alors maintenant, mais on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Mais j'ai fait partie pendant quelques temps du comité de surveillance de l'ARS. Alors, il y avait quelques administrateurs, quoi. Et puis il y avait un peu, il y avait des universitaires, il y avait un petit peu de tout là-dedans. Puis il y avait des médecins, il y avait des libéraux, il y avait des hospitaliers, il y avait un peu de tout dans ce comité. Et une fois j'étais avec machin, et puis c'est Jacquier qui prend la parole et puis qui. C'est celui qui est intervenu au colloque le premier sur les mutuelles. Jacquier qui prend la parole et puis qui dit voilà, moi je voudrais vous proposer, disons, qu'on puisse faire ça, ça et ça et ça. Et le préfet, à cette époque-là, c'était Caranco, là, le préfet lui dit, mais, monsieur, vous êtes là dans un comité de surveillance
pour surveiller, pour voir ce qui est fait. Vous n'êtes pas là pour faire des propositions. Paf, on recevait. Le comité de surveillance, il n'était pas là pour faire des propositions. Donc c'est des hauts fonctionnaires. Les gars sont nommés en conseil des ministres. Donc ils n'ont qu'un patron, c'est le ministre. Hein. C'est le gars qui les a nommés et puis qui peut les virer du jour au lendemain, quoi. C'est ce que nous disait. Moi, j'étais bien avec Bernard, qu'on a eu comme député, comme sénateur, comme. Oui, mais député, oui. Non, Bernard, le préfet. Ah oui. Préfet de région. Ah oui, d'accord. J'étais bien avec Bernard. Il disait, mais moi, je suis un temporaire. Moi, je suis pas en CDI, je suis en CDD. Il dit parce que mercredi, je peux être viré mercredi. Ouais. Conseil des ministres. Mercredi, je peux être viré. Je suis sûr d'avoir mon boulot jusqu'à mercredi, mais après, je suis pas sûr. Ouais. Mais il était bien, Bernard. J'aimais bien. Ouais. Mais vous voyez, les toubis, on ne sait pas comment les attraper, quoi. Mais je vais vous dire, moi j'ai un exemple, je suis en train de changer de mon médecin traitant. Ah oui. Je ne l'ai pas vu depuis 1 an et demi. Voilà. La dernière fois que je suis allé chez lui, alors j'ai fait pas mal d'hôpital et tout, et toutes les fois il reçoit les comptes rendus, médecin traitant. Oui. Il reçoit tous les comptes rendus. Il me dit, la dernière fois que j'étais chez lui, il me dit, ah mais oui, il me dit, mais vous êtes allé à la Croix-Rousse? Il me dit, oui, j'ai reçu un tas de courriers, un tas de trucs et tout. Je dis, qu'est-ce que vous en pensez? Alors il cherche dans son machin, il n'est pas informatisé, il ne veut pas. Il n'a pas de temps à perdre, il ne veut pas s'informatiser. Alors, il cherche dans son tas de trucs, qui sont des enveloppes, elles n'étaient pas ouvertes. Ouais. Alors on dit des médecins traitants comme ça, Ouais. alors je suis en train de changer, je fais les démarches pour changer. Eh ben. Ah oui, non mais... Alors c'est malheureux parce qu'il y a 20 ans que j'allais chez lui, puis Bah oui. à la limite on était bien copains, il est sympa et tout, mais il est vraiment rétro, quoi. Ouais. Il est vraiment rétro, quoi. Alors quand même, moi je vois, quand je vais à l'hôpital, je vois que j'y suis allé encore passer un Doppler cette semaine. Le Toubi m'a dit, bon, il m'a fait rentrer dans une salle, tout, puis il me dit, ben, je viens de voir votre dossier, il me dit, vous avez pas mal de problèmes et tout, quoi. Mais le gars, il a tout le dossier Il regarde. en informatique, quoi. Ouais. Il m'a rien demandé, il avait vu tout le dossier en informatique, quoi. C'est quand même super pratique, il faut dire ce qu'il y a. Bah oui. Hein. Ouais, mais ça, les dossiers médicaux, il y en a. Ah oui. Les médecins généralistes, il y en a plein qui ne les ont pas, quoi. Ben, il m'a dit qu'il n'avait pas de temps à perdre, Ouais, ça c'est. alors qu'ils en gagnent du temps. Oui. Plutôt que de fouiller dans ses papiers, d'ouvrir les enveloppes ou n'importe quoi, il a tout sur l'écran. Hein. Mais c'est comme ça. Mais il y en a pas mal, hein, comme Et ça. le fait que vous partiez, ça lui pose pas question? Ah ben, je ne peux même pas dire encore. Ouais. Je Vous sais va pas. bientôt partir à la retraite alors? Je sais pas, peut-être pas, non. Oh, il a pas 60 ans, hein. Ah oui? Non, il doit avoir 55, 58 ans, quelque chose comme ça. Ouais, j'étais bien copain avec son père. Donc, qui était assez bizarre, ça puisse paraître, il était percepteur, son père. Ah C'est un oui. bon copain. Ah oui, Oui. c'est marrant. Oui. En fait, quand j'étais à la Guillotière, le percepteur de la Guillotière, j'y suis allé je ne sais pas combien de fois là-bas pour voir des dossiers, pour des gars, des trucs arrangés, voir des arrangements et tout. Il était d'origine d'Alsace. Il allait en Alsace, quand il rentrait, il revenait me voir, il m'amenait une bouteille de blanc d'Alsace. Non, mais c'est Oui, on le buvait ensemble. Et oui. Non, mais j'ai toujours eu des bons rapports, y compris avec, je dis, l'administration, les trucs comme ça. Et là, son père il était à mes yeux, il habitait mes yeux, mais il était percepteur à Pont-de-Cherville. Ah oui. Et c'était un bon copain, Georges. C'était un bon copain. Enfin voilà, quoi, disons que le problème, les médecins, moi je vous dis, j'ai eu un exemple, par exemple à Lyon, il y a une fois, là, au sujet des télétransmissions, il y a encore des médecins qui ne font pas de télétransmission. Hein. C'est vrai. Il y en a peu, mais il en reste encore quelques-uns. Oui. Alors il reste même pas mal de spécialistes. Hein. Les généralistes, il y en a peu. Hein. Mais je ne sais pas comment une fois, mais les derniers temps que je siégeais, là, et il y en a un qui dit, mais enfin, vous vous rendez compte, vous exigez que le gars il s'informatise, hein, qui n'était pas informatisé, et donc on voulait lui appliquer une sanction, je ne sais pas quoi d'autre. Il dit, mais vous vous rendez compte, ce gars-là, il a 58 ans, il va partir à la retraite dans quelques années, et il ne va pas s'investir, un truc comme ça là-dedans, n'importe quoi. Je dis, docteur,
Je lui dis, la carte vitale et la télétransmission, ça existe depuis 2000. Je lui dis, en 2000, il n'avait pas 58 ans, hein. S'il les a aujourd'hui. Et il avait le temps d'amortir son matériel, hein, largement. Mais vous voyez, ils ont toujours des prétextes, des trucs. Le gars a 58 ans, il ne va pas s'équiper. Non, mais il aurait pu s'équiper il y a 20 ans. Bah oui, Et oui. c'est ridicule. Hein. Mais enfin, vous voyez, ils ont toujours des prétextes comme ça, et ils ont toujours une excuse. Ils ont toujours une excuse sur des trucs flagrants. On a eu prononcé quelques pénalités, mais vraiment douces, mais sur des trucs flagrants. À la limite, le pire, quand c'est vraiment les cas très très graves, ils s'abstiennent, mais ils n'ont jamais voté une pénalité à un médecin. Contre les collègues, oui. Oui. Et comme c'est des commissions paritaires, Oui, c'est ça. eh ben, mais ils n'ont jamais voté une pénalité. Alors, au pire, quand vraiment le cas est indéfendable, ils s'abstiennent, mais ils votent pas de pénalité sur leurs confrères. Ah oui. Ouais. Et vous croyez que c'est un élément important, justement, de frein pour l'évolution des dépenses de maladie? Ben oui, parce que ça passe quand même par eux, hein. C'est quand même les toubis qui prescrivent, quoi. La sécurité sociale, elle paye, mais c'est pas elle qui ordonnance, hein. C'est les toubis qui font les ordonnances, hein, et qui prescrivent. Alors, j'ai encore vu là que ils en parlaient sur la grippe là l'autre jour. Ils ont étudié une trentaine de médicaments. Il y en a qui sont vendus couramment pour la grippe. Alors, il y en a 2 ou 3 qui ont une légère efficacité. Il y en a une dizaine qui ont une certaine efficacité, mais qui ont des contre-indications terribles. Et puis, je crois qu'il y en a au moins 12 ou 13 qui sont dangereux. Oui, ça c'est un peu les phénomènes de mode aussi. C'est aussi des phénomènes de mode, hein. Oui, d'accord. Ouais. Je suis bien d'accord avec vous. Mais enfin, on a un tas de spécialités en France, c'est incroyable. C'est incroyable, on a un tas de spécialités. Et puis des placebos, quoi. Ouais. Pagaille. C'est affreux. Alors, bien sûr que le lobby médical et le lobby pharmaceutique, je ne parle pas des pharmaciens d'officine, je parle des laboratoires, hein, des fabricants, c'est phénoménal. Hein. C'est phénoménal, ils ont un pouvoir. D'ailleurs, ils ont leurs représentants permanents à Bruxelles, apparemment, déjà. Ils ont tous des bureaux, tous les gros, ils ont des bureaux à Bruxelles, avec leurs gars qui sont chargés de faire du lobbying. Et oui, officiellement. Pardon ? Officiellement. Oui, officiellement, oui, tout à fait. Ouais, et donc l'assurance maladie a essayé avec la gestion du risque de faire ce qu'elle pouvait. Elle s'est heurtée au pouvoir médical. Oui, voilà. L'ARS réunit tout le monde en Mais principe, on a eu mais le on ne même voit pas problème. trop ce qu'ils font. Voilà. Et donc, quelle solution, quoi? Non, mais la solution, il faudrait être beaucoup plus ferme avec les toubis, quoi. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai toujours plaidé, mais bon, on cède devant le lobbying, quoi. Il n'y a pas de problème, on cède. Alors, il vaut mieux convaincre que contraindre. Ouais, mais les gens qui sont impossibles à convaincre, il faut bien un jour ou l'autre qu'on mette des contraintes. Et alors là, si vous ne voulez pas être contrainte, alors c'est fini. Ils quittent la salle, là. Hein. Oh, mais c'est affreux. Hein. Mais dans d'autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Je Chez sais nous, pas. ça s'est toujours passé comme ça depuis les assurances sociales de 1928. Ouais, ouais. Hein, depuis cette loi qui est restée en travers de la gorge. Mais à l'époque, les médecins représentaient un pouvoir politique important. Là maintenant, c'est plus. Est-ce qu'on peut encore dire que c'est le cas? Enfin, moi, il me semble pas. Ils ont quand même. Il y a quand même pas mal de toubis à l'Assemblée. Hein. Oui, mais de tout Dans bord. ça. Oui. Oui, mais ils sont aussi dans les instances, Ben, les ils sont tout agences bords, mais- sanitaires aussi, quoi. J'avais le docteur Gattel, qui est comme médecin conseil, mais c'est vieux de ça. Oui. Il nous parlait de la haine confraternelle. Mais par contre, entre eux, ils se tiraient la bourre, mais pour faire front à l'adversaire, ils étaient tous unis, là. Oui. C'est ça le problème. Et entre eux, les syndicats, ils se tirent la bourre, là. Hein. Mais pour faire front, ils sont tous unis. Hein. Alors, il fut un temps, MG France avait quand même brisé un peu ce tabou-là. Oui. Et j'ai l'impression qu'ils ont perdu un peu de leur...
Oui, on se demande. Oui. Hein, moi, MG France, autrement, moi, j'ai bien connu les gars de MG France. En particulier, il y en avait un là dans l'Ain là, qui était pas mal. Là, il était dans la plaine de l'Ain. Oui, c'est ça, il avait fait les maisons médicales. Oui, il a fait des maisons médicales. Ouais. Et puis j'ai bien connu Bouton aussi. Et puis maintenant, le président national des médecins de MG France, il est de Valence. Je le connais bien aussi. Oui. Ouais. Mais je crois qu'ils ont perdu leur efficacité. Ouais. Parce que passé un temps, moi j'espère un peu avec eux. Hein. C'est vrai. Mais Moi j'ai entendu une fois quelqu'un aussi qui représentait un syndicat confidentiel, malheureusement, des médecins de santé publique. ah oui. Et qui avait des paroles très intéressantes qu'on n'entendait pas ailleurs. Ouais. Et justement, il y a aussi une dimension dont on n'a pas beaucoup parlé parce que les caisses s'en occupent pas vraiment, mais s'en occupaient aussi, c'est l'hôpital. Comment vous voyez les dépenses de l'hôpital, la gestion de l'hôpital, à partir de votre expérience? Alors à l'hôpital, il y a peut-être... En personnel médical, bon, j'aurais trop rien à dire, mais il y a peut-être un petit peu de personnel, disons administratif ou d'entretien, de trucs comme ça, autres qui sont peut-être un peu pléthores. Là. Il me semble que... Mais malheureusement, si on veut faire des économies, on supprime des infirmières. Et c'est pas là que le bas blesse, je crois. Ça dépend peut-être des endroits, là. Oui. Et puis c'est quand même, ils ont vraiment des locaux en général qui sont pas faciles à entretenir. Et, quelquefois, oui. Et ils ont souvent besoin d'un personnel d'entretien. Oui, mais ils font aussi de la sous-traitance hein, pour l'entretien. Oui, pas mal. oui, c'est vrai. Ils font pas mal de sous-traitance pour l'entretien. Mais je me rappelle, bon, j'ai eu siégé aux hospices civils de Lyon. Oui. Je me rappelle quand on avait eu le problème de l'application des 35 heures. On avait passé 2 conseils, je crois, pour discuter de ces problèmes, en fait, tout ça. Alors bien sûr, dans le conseil d'administration des ECL, à cette époque-là, il y avait un quart de médecins, un quart d'employés, donc des HCL, mais non médecins, un quart d'élus municipaux et un quart de représentants de la sécurité sociale. Donc on était 10, on était 40 au conseil, on était 10 de la sécurité sociale. Et la discussion, là, elle avait été serrée. Par contre, en fin de discussion, un budget de je ne sais combien de milliards, adopté en 10 minutes. Qu'est-ce que vous voulez qu'un administrateur comme moi aille se pencher sur un budget des HCL? Ils ne peuvent pas mettre ce qu'ils veulent dedans. Je suis incapable d'y comprendre quelque chose. À l'époque, on les étudiait au niveau de la CRAM, vous vous souvenez, la commission d'examen des budgets hospitaliers. Oui, ça existait. Ouais. J'ai même participé aussi à ces trucs-là, oui. Ouais. Mais alors là, il y avait des techniciens, là, ça va. Ouais. Mais en tant qu'administrateur, on n'a pas les connaissances, quoi. Et il faut reconnaître ce qui est. Hein. On n'a pas les connaissances pour aller discuter sur des budgets comme ça. Oui, puis même. Ah oui. Et puis, par contre, moi, si on parlait, et je l'ai souvent évoqué, moi, un régime, et j'ai trouvé une fois un rapport d'une commission des affaires sociales du Sénat qui avait fait une enquête sur le régime d'Alsace-Moselle et qui vantait un peu ce régime et qui disait pourquoi, le rapport concluant disait pourquoi n'étendrons-nous pas ça à d'autres régions entités expérimentales et après à l'ensemble de la sécurité sociale. Et moi là je suis partant à tous les coups. Hein. Là c'est un truc que j'ai toujours soutenu, mais il faut pas en parler. Hein. Mais personne n'a repris derrière. Hein. Moi je sais qu'en caisse nationale de partout, j'ai toujours ramené, je dis mais comment en Alsace ils font bien ça et ça. Alors les gens vous expliquent que les Alsaciens sont plus disciplinés, coûtent moins cher pour là, et c'est complètement faux. Oui. J'ai lu ce rapport là et tout, ils faisaient des comparaisons et tout, c'est complètement faux, ils dépensent autant que les autres et tout, et ils s'en sortent. Et l'année où j'avais lu ce rapport, ils avaient baissé leur cotisation, parce qu'ils avaient une cotisation de 1,75, ils l'avaient passé à 1,50 je crois, des revenus, mais je dis, et puis là au moins il y avait de la solidarité, c'était en fonction des revenus.
c'était en fonction des revenus, il y avait une solidarité. Tandis que là, il n'y a pas de solidarité dans les complémentaires. Hein, là, c'est le risque. Là, vous payez pour le risque, vous ne payez pas pour la solidarité, quoi. La mutualité a beau vous dire que c'est la solidarité, c'est là, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Il y a longtemps que la mutualité ne fait plus de solidarité. Ou tout du moins... Ça fait une petite solidarité dans un échantillon limité. Oui, voilà, peut-être, oui. Et encore. Et encore. Pas surtout. Et encore. Plus ça va, plus ceux qui étaient vraiment spécialisés dans un métier, plus ça va, plus s'étendre, plus ils prennent d'autres métiers avec, plus... Ben, je crois qu'il y a des contraintes réglementaires oui, européennes aussi. qui font que ils peuvent pas ils peuvent pas tout faire. Ouais. Et du coup, ils diversifient. Enfin, au lieu d'être sur un domaine, ils sont sur deux, mais c'est pas les mêmes qu'avant. Donc, ouais. c'est compliqué. Bon, c'est assez compliqué, mais regardez par exemple, vous prenez la MAF, qui est une mutuelle, la MAF. Oui. Le directeur de la MAF est commun avec MMA. C'est le même directeur qui dirige la MAF et MMA, qui est une compagnie d'assurance. Ah oui, d'accord. Alors, là, il y a de ces passerelles. Là. Oui. Et j'avais lu aussi des trucs sur la Cour des comptes. Il fut un temps, il y a quelques années, hein, parce que bon, maintenant, je n'ai plus accès à tous ces trucs-là, mais les compagnies d'assurance redistribuaient 60% de leurs encaissements en remboursement de soins. Et les mutuelles, en moyenne, hein, et les mutuelles 70%. Mais tout le reste, c'est donc des frais de gestion et de la propagande, et de la publicité. Parce que bon, le téléphone sonne là 3 fois sur 5, c'est une compagnie d'assurance, qu'est-ce que vous avez comme mutuelle, qu'est-ce que vous avez ici, qu'est-ce que vous avez là, vous avez quel âge, machin, vous payez combien. Ça, c'est énervant, ouais. Et puis alors, ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit, hein, les sponsorings qu'ils font avec les clubs de sport, l'automobile, enfin le truc et tout, hein, et ça leur coûte une fortune, ça. Et ça, bah, c'est les cotisations qui les payent. Hein. Eh oui. Ouais. Alors que je dis, bon, un système comme l'Alsace, il n'y a pas tout ça. Et les administrateurs, il y a un conseil d'administration, ce sont des adhérents qui dirigent, et c'est eux les patrons sur la complémentaire. Oui, dans le colloque, il y a été invité l'ancien député d'Alsace, Yves Bure, qui a beaucoup travaillé sur toutes ces questions-là. Oui. Voilà. Et il expliquait justement que le régime d'Alsace-Moselle était géré par les salariés seuls, et qu'il n'avait qu'une interdiction, c'était de faire du déficit. Oui. C'était sa seule mission. Et du coup, ça marchait bien, quoi. Et moi, quand j'avais lu le truc, là, mais je vous le dis, il y a 4-5 ans, ils avaient baissé leur cotisation, mais ils avaient des réserves. Je ne me rappelle plus combien ils avaient de réserves, mais ils avaient 6 mois de réserve, un truc comme ça, quoi. Ils pouvaient se permettre de baisser leur cotisation. Oui. Ah oui, c'est vraiment. Je crois que c'est ce qu'il a dit, il me semble, au colloque. Il a dit, à un moment donné, en plaisantant, faut pas qu'on sache de trop, parce que sinon on va nous interdire notre régime. Oui, il avait peur que les réserves soient piquées par le régime général. Voilà, Ça pourrait bien arriver. C'est pour ça qu'il ne voulait pas trop en parler. Voilà, il l'a dit en plaisantant, mais on sentait que... Oui. Non, mais il a peut-être pas tort. Hein. Oui. Bon, enfin, piqué par le régime général, c'est un transfert qui est voulu par les pouvoirs publics. Voilà, s'il y a ce truc-là, c'est pas le régime général qui va leur piquer, bien sûr. Mais il risque d'y avoir un transfert fait par les pouvoirs publics, là. Hein. Voilà. C'est ça, hein. Oui, c'était ça l'idée, c'était ça sa crainte. Oui, il disait de pas trop l'ébruiter pour pas que quelqu'un se réveille en se disant... Alors nous, je vous ai dit, notre régime n'est jamais déficitaire puisque il est compensé. Oui. Mais on était compensé par la C3S qu'ils ont supprimée. Oui. Quand ils ont baissé les cotisations patronales, tout ça, ils ont supprimé la C3S. Alors maintenant, soi-disant qu'on a quand même l'engagement qu'on serait équilibré. Mais combien de temps, je ne sais pas comment que ça va durer. Autrement, on a un régime qui est en déficit. Hein. En assurance maladie, on a un régime qui est en déficit. Mais il y a toute une redistribution des choses là.
avec effectivement aussi les allocations familiales qui Ouais. seront maintenant non plus financées par des cotisations patronales, mais par l'impôt. Ouais. Donc le paysage est complètement bousculé et on s'y repère pas encore bien parce que on se demande ce qui va financer tout ça. Et justement, plusieurs fois, on a une participation, on touche une participation de la CSG, par exemple. Ouais. Mais elle est calculée, je ne sais pas de quelle façon. Et on n'a jamais pu comprendre vraiment comment qu'elle était calculée, Ah oui. et même y compris nos agents comptables et nos trucs comme ça. Ah oui. Ah oui, oui. Ils nous attribuent tant sur la CSG, puis c'est terminé, quoi. Et Ah oui. C'est très compliqué de trouver les assiettes. oui, effectivement, mais apparemment, constituées. ils veulent plus un fonds de financement pour tous les organismes sociaux, je crois. C'est ce qu'ils vont arriver à faire. Ouais. C'est ce qu'ils Oui. veulent faire. Au lieu d'avoir des petits bouts par-ci, par-là. Ouais. En principe, tout doit être financé. Hein, donc il Oui. faut qu'il y ait une compensation Tout à fait. à toute dépense. Mais bon, on va voir comment ça se fait. Ouais, oui. Mais ça change beaucoup en ce moment. Et on voit vraiment que le travail qui était à la base du système, dans une optique bismarckienne, est en train de devenir autre chose par la force des choses, puisqu'il ne représente plus la même importance qu'avant, et qu'on va vers une solidarité nationale plus grande. Et ce qui était montré bien clairement dans les débats, c'est qu'il y avait maintenant deux systèmes qui étaient opposés, vers lesquels on s'achemine. C'est soit le système social-démocrate, qui propose un haut niveau de protection à tout le monde et qui le paye sur le budget de l'État, soit... Système anglais, un peu. C'est plutôt les pays nordiques, Ouais. Oui. mais c'est un peu anglais aussi. Oui, c'est aussi, vrai, ouais. oui. Parce que les Anglais, c'est valable pour la maladie, ça, pour la Ouais. retraite, ça l'est un peu moins. Ah, d'accord. Hein, parce qu'ils ont des participations très faibles pour les retraites et Ils les ont complémentaires oui. sont privés. Donc il y a soit ce système-là, soit le système américain qui est libéral, c'est-à-dire on couvre la pauvreté, mais le reste, Ils non. se débrouillent. Voilà, c'est un peu l'histoire petit risque, gros risque, d'une autre manière et plus Ouais, généralisée. mais quoi. à la limite, il y en a qui plaident pour ça en France. Oui, hein. oui, oui, tout à fait. Il y en a qui plaident pour ça. Hein. Donc, on est un peu... Mais remarquez chez nous, c'est un peu ça. Hein. Oui, Parce que en assurance maladie, par exemple, il y a le plafonnement des cotisations. oui, Alors, au-dessus d'un plafond de la sécurité sociale, la cotisation diminue déjà, pas beaucoup, mais est moins élevée. Au-dessus du plafond de la sécurité sociale, et au-dessus de ce plafond, on n'appelle plus rien. ah oui. Alors, on dirait un plafond, ça va loin. Mais il y en a quand même. Et il y a des notaires, il y a des trucs. Je me rappelle, il fut un temps, le plus gros revenu qu'on avait dans notre régime, bon, on ne nous avait pas donné le nom, mais c'était une femme, et c'était une dessinatrice de mode, un truc comme ça, qui faisait des modèles de mode et tout. Ah oui. Mais elle avait des revenus extraordinaires. Extraordinaires. Mais elle payait sur 5 fois le plafond. Ah oui. Ouais, Eh oui. elle ne payait pas sur ses revenus réels. Ouais. Et moi, là-dessus, avec les professions libérales, qu'est-ce que je me suis chopé? Parce que je disais n'importe comment. Moi, j'étais pour le déplafonnement complet. Oui. Mais bon, je dis, j'étais pas bon parce que j'ai jamais réussi à faire passer mes idées. Alors, ça viendra petit à petit. Mais j'étais pour le déplafonnement complet. Mais ils disaient aux professions libérales n'importe comment. Au-dessus de ce plafond de la Sécu, les impôts vous en piquent 50%. Donc, autant les donner à la Sécu, c'est ce que vous ne donnerez pas aux impôts. Oui. Et, Ouais. et oui, à la limite, les cotisations. Ouais. Moi, je me souviens, quand j'étais dans le coup aussi, quand j'ai cotisé en complémentaire, j'ai assuré ma femme aussi, comme... Oui. Non, la conjoint collaborateur, ça n'existait pas, Ouais. mais comme assuré volontaire au Ah oui. régime de base. Ah oui. J'ai pris une complémentaire et tout. C'était toutes des cotisations qui m'étaient déductibles de mes revenus. Ah oui. D'accord. Donc à cette époque-là, bon, je gagnais bien ma vie, je payais pas mal d'impôts, mais ils m'ont payé une partie de mes cotisations quand même, les impôts. Eh oui. Là. Eh oui. Et oui, Ouais, c'est ça. mais les gens ils comprennent pas ça. Hein. J'ai jamais réussi le problème de
Maintenant, c'est obligatoire de déclarer ses conjoints collaborateurs, mais à cette époque-là, au début, c'était pas obligatoire. Hein. Mais combien de fois j'ai expliqué aux gars, mais t'as intérêt à déclarer ta femme, toi, tu vas payer des cotisations, mais elles sont déductibles, tout et tout. Oh bah oui, j'y penserais et tout, mais non. Mais personne ne le faisait, il y avait moins de 5% des gars qui déclaraient leurs conjoints. Ah oui. Mais vous voyez, le problème chez nous, on a un peu ce système. Hein. Je vous dis, les professions libérales, et alors, c'est un état dans l'état, les professions libérales aussi. Hein. Alors bien sûr, là-dedans, il y a déjà les to-be, ceux du secteur 2. Les to-be du secteur 2, c'est donc ceux qui... les fricards, quoi. Hein. Et je me suis souvent chopé avec eux. Hein. Et comment ça se fait qu'il n'y ait jamais eu de caisse commune justement pour les non-salariés non agricoles? Pourquoi est-ce qu'il y a encore la CNAVPL En retraite, ouais, bah, ils veulent surtout pas se mélanger. Hein. Alors là. Le barreau. Alors par contre, ils ont de très petites cotisations de base, mais ils ont certainement de grosses complémentaires. C'est que les pharmaciens, par exemple, ils ont une très petite cotisation de base, mais ils ont de très grosses complémentaires. Ben, le barreau, c'est autre chose, le barreau. Alors eux, ils veulent pas. Parce que le barreau, quand vous faites un procès, vous engagez une action en justice ou n'importe quoi, on vous demande des garanties. Vous faites un dépôt, à la caisse des dépôts, vous faites un dépôt de garantie. Et les intérêts de ces dépôts vont à la caisse du barreau pour leur retraite. Alors là, eux, ils ne veulent pas se mélanger, hein, ils ne veulent pas abandonner ça, parce que ça représente énormément. Mine de rien, même si le pourcentage n'est pas élevé, mais il y a tellement des sommes phénoménales que ça fait du pognon. Hein. Les intérêts des dépôts de garantie, donc, ou des dépôts de garantie ou de l'argent qui transite par les avocats, par les huissiers, par tout ça, tout cet argent rapporte à la caisse des barreaux. D'accord. Les intérêts sont versés à la caisse des barreaux. Alors, je pense que la caisse des dépôts ne doit pas donner des intérêts phénoménaux. Mais enfin, malgré tout, c'est quand même un sérieux avantage. Hein. Et donc, pour les professions libérales, c'est la vieillesse, effectivement, qui est... Ah ben, ils ont je ne sais pas combien de caisses. Alors, maintenant, ils ont fait quand même une espèce d'union un petit peu des caisses, sauf le barreau, qui reste toujours à part, mais les autres, ils ont une espèce d'union un petit peu. Je ne sais pas vraiment comment que ça fonctionne. Hein. Je ne sais pas vraiment comment. C'est non, c'est pas l'UNAPL. L'UNAPL, c'est leur syndicat. Je ne me rappelle plus comment qu'elle s'appelle leur caisse. Là. Autrement, les infirmières ont leur caisse, les médecins ont la leur. Les masseurs, Oui. Et au point de vue. Ça, c'est pour la vieillesse. Et pour la maladie, ils sont rattachés au RSI? Ils sont rattachés au RSI. D'accord. Ils ont les mêmes conditions, disons, que les artisans et commerçants au niveau maladie. Par contre, ils n'ont pas les indemnités journalières. Ils ne les ont pas acceptées. Ah oui. Parce qu'on a encore à Paris une section commerçant, une section artisan. Malgré qu'il y ait eu la fusion en 70, hein, il y a eu la fusion des artisans et des commerçants dans les caisses, mais il y a toujours les sections. D'accord. À Paris, il y a je ne me rappelle plus, il y a 20 commerçants, 20 artisans, un truc comme ça. On est à égalité d'ailleurs. Et puis les professions libérales. D'accord. Et au Conseil de la Caisse nationale, il y a certaines choses, comme les retraites et tout. Donc, bon, j'y étais et on a travaillé là-dessus. On a réussi à fusionner les caisses de retraite complémentaires des commerçants et des artisans. Ah oui. On a réussi à les fusionner, mais jusque-là, il y avait 2 conseils différents. Et pour voter cette fusion, il a fallu que ce soit les sections qui les votent. C'est pas le conseil de la Caisse nationale qui a voté, c'est les sections, c'est les artisans d'un côté et les commerçants de l'autre. Mais enfin, heureusement, on avait quand même travaillé là pas mal avec en amont pour qu'ils adoptent le même projet, quoi. Parce qu'autrement, c'était compliqué. Et donc ce travail-là que vous avez fait, vous alliez voir les gens, vous aviez... Ah ben ça se passait au niveau national, ça. Oui. Et puis un peu dans les caisses, quoi. Alors, on essayait de faire de l'information un peu pour prévenir les administrateurs. Hein. Mais objectivement,
Je pense que le commerçant, l'artisan lambda, ça lui est passé au-dessus de la tête. Hein. Il n'a pas. Il s'en est pas rendu compte. Hein. Il s'en est pas rendu compte. Hein. Oui, parce que c'était quand même une spécificité des voilà. caisses d'avoir la complémentaire en même temps. Oui, oui. Et par contre, ce qu'on a, c'est qu'on a la complémentaire qui est gérée par la Caisse nationale du régime de base. D'ailleurs, l'ARCO, la GIRC, ils ont leurs conseils séparés, quoi. C'est totalement indépendant. D'accord. Tandis que là, ils sont... Et on a beaucoup de prestations qui sont basées, si vous voulez, sur le régime de base. C'est les mêmes périodes, c'est les mêmes périodes d'application disons des majorations ou quand il y a des revalorisations, des trucs comme ça. Et en principe, les revalorisations sont égales à celles du régime de base. Vous voyez, il y a beaucoup de similitudes quand même entre les complémentaires et le régime de base. Et ça, c'est valable pour la vieillesse, pas pour la maladie. Pour la vieillesse. Hein? Oui, oui. Et est-ce que vous pensez que c'est une solution intéressante pour tout le monde? Ça donne Oui, des avantages? oui, alors le problème, c'est que ça ne va pas chercher bien loin. Parce que c'est plafonné. Ah oui. Les cotisations sont plafonnées, comme le régime de base. Oui. Et ben, il y a encore un truc, moi que j'ai plaidé, mais je n'ai pas réussi à avoir la majorité, on n'en était pas loin. Mais c'était de dire, on faisait comme à l'ARCO ou à la GIRC, au-dessus du plafond de la sécurité sociale, on appliquait une cotisation quand même pour la complémentaire. Et ça ils n'ont pas voulu. Ah oui. Mais ça viendra. Bah Petit à petit, mais bon, c'est dur à faire bouger. C'est dur à faire bouger. Hein. Ben oui, faut pas avoir raison trop tôt. Et voilà. Mais bon, ça aide aussi à avancer. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Hein. Si on ne le dit pas et qu'on n'insiste pas, ça bouge pas. Mais par exemple, vous voyez, le régime Alsace, machin, ça ne prendra jamais. Les compagnies d'assurance, les mutuelles sont trop puissantes. Ouais. Oui, c'est sûr. Alors ils vont vous mettre, si jamais vous faites un truc comme ça, ils vont vous mettre en disant, mais vous vous rendez compte pour l'emploi, ça fait combien de salariés qu'on est obligé de licencier qui travaillent là-dedans? Et c'est vrai en définitive. Mais enfin, est-ce que... Oui, mais on a besoin de diminuer nos dépenses. Donc, alors, c'est ce que j'ai souvent dit, on est là pour faire de la protection sociale, on n'est pas là pour faire disons de la promotion industrielle ou un truc comme ça, quoi. C'est autre chose, hein. Justement, c'était une des idées qui était évoquée par les deux derniers intervenants du colloque, qui ont fait un livre qui s'appelle « Refonder la protection sociale ». Et ils ont essayé à quatre de partir en disant on part de zéro et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et une de leurs idées, c'était justement d'avoir des parcours professionnels qui incluent des périodes non plus d'inemployabilité, mais de formation à autre chose, en voyant les choses d'une manière différente et en disant on a des emplois qui sont plus utiles parce que maintenant ils sont remplacés par d'autres ou ils sont devenus obsolètes. Donc, mais on a quand même des besoins ailleurs et il faut orienter la main-d'œuvre vers d'autres emplois et créer un système de formation permanente qui permette d'adapter les besoins de l'économie, d'adapter aux besoins d'économie les personnes qui perdent leur emploi, quoi. Donc perdre son emploi dans le cadre des mutuelles, dans ce raisonnement-là, c'est pas gênant, parce que c'est des gens qui savent quand même faire des choses et qui peuvent être réutilisés ailleurs. Mais ça, à la limite, c'est un peu le rôle de Pôle emploi. Hein. Oui. Le rôle de Pôle emploi de ce truc-là. Hein. Ouais. Mais dans certains cas, on va le faire jouer par la sécurité sociale. C'est vrai. Et c'est pas son rôle, quoi. C'est pas son rôle. Mais est-ce que la sécurité sociale ne devrait pas gérer aussi le risque de perte de travail? Ah ouais. Hein, c'est aussi ça. On a des limites qui sont celles de 45. Ouais, ouais. Et maintenant, la vie de tous les jours nous montre que c'est plus comme ça. Ouais. Et que le travail, c'est le fondement de la sécu, c'est sûr. Mais le non-travail, c'est quoi? Ouais. Ah ben maintenant, il y a quand même...
le régime maladie, par contre, est obligatoire pour tout le monde maintenant. Tout le monde est, Oui. tout le monde est couvert. Hein. Oui. Et puis, Apparemment, je ne sais pas s'il reste une certaine catégorie qui ne le sont pas, mais je ne pense pas. Hein. il y a toujours un petit pourcentage Ouais, de des gens personnes là, qui passent au travers, mais c'est aussi la question du non-recours aux droits. Ben voilà, c'est ça le problème. Ils ont des droits, mais ils ne les font pas forcément valoir. Bah, par exemple, tout ce qui est SDF, Ah bah voilà. ça, voilà, eux, ils ont le droit à la CMU, pour autant, ils ne la demandent pas. Ben voilà, oui. Parce que... Oui, mais c'est ça, c'est qu'ils ne font pas systématiquement. Ouais. Il y en a qui le font trop, par contre, et il y en a qui ne le font pas. Ouais. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui ne recourent pas aux soins, qui pourraient avoir bénéficié d'une complémentaire, mais ils ne le font pas parce qu'ils ont un sentiment de culpabilité, Oui, ils se oui. sentent Non, mais c'est fardeau. vrai. Plein de populations fragilisées qui ont très peu de revenus et qui... Oui, oui. Et puis ils n'ont pas la culture non plus de se soigner, c'est ça le problème. C'est aussi une question de culture. Hein. Oui. Et est-ce que chez les non-salariés, vous avez vu, on constate aussi ce phénomène de non-recours aux droits? Oui. Oui. Et d'ailleurs, ce qu'il y a de phénoménal, c'est que on a énormément de CMU hein, chez nous. Ah oui. Ouais, ouais. Et je me rappelle, j'étais allé une fois au ministère du Commerce. On avait été poursuivi par le ministre, par le directeur de cabinet, quoi, le chef de cabinet avec 2-3 machins. Et je ne sais pas comment on parlait de la CMU, truc comme ça. Le gars il me dit oui, mais attendez, la CMU, c'est pas valable chez vous. Les commerçants, les artisans, vous n'avez pas de CMU, il faut rigoler. Je dis, et alors j'avais le chiffre à cette époque-là, combien on en avait sur le plan national, mais c'était phénoménal, il en est resté sur les fesses. Eh ben, il ne pensait pas que chez nous, il pouvait y avoir directeur de cabinet du ministre du Commerce, il ne pensait pas que des commerçants pouvaient être à la CMU, avoir des revenus inférieurs au seuil pour pouvoir bénéficier de la CMU. Et oui, vous voyez, c'est ça le problème. On a autant de populations fragiles qu'au régime général. Mais même la population, elle est même peut-être en train d'augmenter parce que des commerçants qui vivent en voilà, seuil de pauvreté. Ouais. De plus en Alors plus. maintenant, on a créé le phénomène d'auto-entrepreneur. C'est une catastrophe, ça. Là, c'est compliqué parce qu'il y a des gens qui sont auto-entrepreneurs, mais du coup, ils ont un travail à côté et donc, Alors, en c'est complément complexe. de travail, à la limite, moi, je dis pourquoi pas. Le gars qui a un travail à mi-temps, ou qui a un travail qui a du temps de libre et tout, il se monte un petit accessoire, pourquoi pas. Moi, je ne suis pas contre ce truc-là. Mais quand vous pensez qu'il fut un temps... alors maintenant, ils ont mis un truc pour faire une sélection. Mais avant qu'il y ait cette sélection, on avait, je crois, en France 600 000... à une époque, hein, maintenant ça évolue d'une année à l'autre, mais quand je vous parle, il y avait 600 000 auto-entrepreneurs. Mais il y en avait plus de 300 000 qui déclaraient revenu zéro. Revenu zéro, donc ils ne payaient pas de cotisation, mais ils étaient couverts. Oui. Ils étaient couverts et ils étaient même couverts en indemnité journalière. C'est-à-dire que s'ils étaient malades, ils touchaient une indemnité minimum, vous me direz, mais ils touchaient une indemnité de 20 et quelques euros par jour, quoi, à cette époque-là. Sans payer de cotisation. Alors là, je crois que depuis, on avait travaillé là-dessus, mais bon, c'était pas passé pendant que j'y étais, mais je crois que c'est passé depuis. Maintenant, les indemnités journalières, elles sont en fonction des revenus. Eh oui, c'est normal. Elles sont en fonction des revenus. Parce que le gars qui déclare 1000 ou 2000 euros par an de revenus, comment qu'il vit? Ben oui. Mais, alors le problème avec ce système, disons, des gars qui travaillaient au noir avant, si vous voulez, qui faisaient du travail au noir, ils se sont mis auto-entrepreneurs, mais l'auto-entrepreneur, tu dois faire tes déclarations mensuelles ou trimestrielles, mais a posteriori. Et le gars, il travaille, il continue à travailler au noir, s'il a un contrôle, il dit, mais moi, je suis auto-entrepreneur, je vais faire la facture à la fin du trimestre, et je vais faire ma déclaration en fin de trimestre, mais voilà, il est pas pris comme...
oui. travaille au noir. Oui, oui. Et si personne ne lui demande rien, il oublie de faire la déclaration et puis vas-y machin. C'est ce qui explique qu'il y en a tant qui ont des revenus zéro. Ouais, et puis en plus, ils ont eu des avantages fiscaux, en dessous d'un voilà. certain seuil, ils payaient pas. Ah oui, c'est encore compliqué. Après. C'est encore compliqué. En plus du régime social, ils ont d'autres trucs. Alors maintenant, ils y ont je crois qu'ils ont un petit peu durci. Il faut ils sont obligés de se faire inscrire aux chambres de métier, aux chambres de commerce. Ils doivent avoir aussi des garanties, les garanties décennales, les artisans par exemple, les garanties décennales, des trucs comme ça. Ils doivent aussi avoir ce type de garantie. Et petit à petit, ils commencent à y durcir un peu. Mais au départ... Hein, je crois qu'il y a aussi des mini-formations qui leur sont imposées pour pouvoir se constituer une auto-entreprise. A priori, maintenant, ils doivent faire des stages aussi. Ben, les chambres de métier, n'importe comment, quand vous faites inscrire comme artisan, il y a un stage d'1 semaine à faire. Hein? Alors, pour les auto-entrepreneurs, je crois que Mais qu'il y a des choses. Je sais pas. Mais même pour un artisan normal, disons, il y a 1 semaine de formation à faire. Hein. Et moi, ce que je me rappelle, on allait pendant 2 heures, n'importe quoi, pour leur expliquer ce qu'était le régime social. Alors bon, ils y avaient compris ou ils n'y avaient rien compris, hein, c'est pas en 2 heures. Mais malgré tout, on avait toujours quelqu'un qui allait dans ces stages pour apporter, disons, la parole un peu de la Sécu, quoi, pour leur dire quels étaient leurs devoirs et leurs obligations. Ainsi que leurs droits. Leurs droits, en échange. Ouais. Bon, je vais regarder mon petit papier pour voir si on a abordé les sujets auxquels j'avais pensé. Ouais, si, tout bien, tout bien. Bon, on a fait un peu. L'avenir maintenant, Voilà. Dieu seul le sait. Et c'est pas sûr encore qu'il le sait. Je sais pas. Dans nos régimes, grosso modo, les responsables, disons, sont assez pessimistes. Hein. Par rapport à quoi? Par rapport à l'existence du régime déjà. Oui, oui. En pensant qu'un jour ou l'autre, il y aurait une fusion. On a entendu parler éventuellement qu'ils voulaient supprimer les organismes conventionnés. Donc, qui servent des prestations, et ça c'est une bonne chose, moi je suis totalement pour, mais pour donner la liquidation au régime général. Oui. Si on commence comme ça, c'est l'URSSAF qui encaisse, c'est le régime général qui paye les prestations, Mais oui. le RSI n'existe plus, Mais oui. c'est une coquille vide quoi. Alors beaucoup quand même se posent la question. Et puis il y a la question aussi sur les renouvellements de conseils, les élections. Oui. Bon, c'est quand même une grosse machine pour 15% des gars qui votent quoi, par correspondance. Et on se dit, un de ces 4 matins, il va y avoir des désignations, comme au régime général. Si le régime perdure. Mais oui. Alors, il y a beaucoup de craintes pour dire qu'il y ait des désignations. Alors, seulement désignation, il n'y a que les organisations officiellement reconnues. Mais oui. Donc, chez nous, il y aurait la CGPME et l'UPA. Et terminé. Il n'y a rien d'autre. Mais oui. Donc, on aurait des administrateurs qui seraient forcément CGPME ou UPA. Enfin, ça, c'est des vues de l'esprit. Alors, il y en a qui le voient comme ça, et il y en a d'autres qui disent ça se fera jamais. Mais ça, je dis bien, on ne peut pas savoir. Ce sera des sièges dans les conseils des caisses du régime général. Oui. Oui. Ce qui existe déjà, puisqu'ils siègent déjà. Ah ben oui, c'est des conseillers, hein. C'est plus des administrateurs. Hein. Ouais. C'est des conseillers. Hein. Mais je vais vous dire, les pouvoirs, disons, des conseillers ou des administrateurs sont epsilon maintenant. Hein. Ouais. Autant il fut un temps, on avait quand même des possibilités. Maintenant, hormis l'action sociale où on a un petit semblant quand même de liberté, malgré que dans un budget, il y a des orientations, il y a des grands groupes quand même qu'il faut respecter, Ouais. mais autrement, c'est le seul point.
plus que ça, l'action sociale. Il y avait le contentieux aussi. Hein, Ouais. mais Bah, le là, c'est contentieux, rare, quoi. le contentieux, je dis, oui, c'est difficile parce que comme on est avec l'URSSAF là, et on n'a pas forcément tous les éléments, Ouais. on n'a pas forcément tous les éléments et c'est difficile de faire du contentieux. Alors on a eu effectivement des contentieux abusifs, des trucs et tout. Envoyer des huissiers pour des gars qui avaient du retard ou n'importe quoi. Et je comprends, moi, le problème, même si après on a résolu le problème en disant non, et ça justifie pas ça. Mais c'est un traumatisme de voir arriver un huissier, c'est ça. Pour un gars honnête, sincère, qui a toujours bien travaillé, qui est toujours. Il y en a, ils s'en foutent, hein. Ils viennent 3 fois par semaine. Il y en a, ils s'en foutent. Mais il y a des gens, voir arriver un huissier, c'est une catastrophe. Hein. Il y a des gens encore qui ont un certain esprit, et voir arriver un huissier, c'est. Ouais. Ben moi, je me rappelle, moi j'étais à la Guillotière à cette époque-là, j'étais avec l'URSSAF, et effectivement, j'avais payé ma cotisation en retard à l'URSSAF, mais je vous parle ça dans les années 70-75, j'avais payé ma cotisation en retard. J'avais payé, et puis j'étais parti en vacances là-dessus. Mais j'avais payé, mais pas les majorations de retard. Ah oui. Et quand je me suis pointé, épinglé à la porte, en passage d'huissier, pour les majorations de retard. Et voilà. Voilà, j'étais en pétard. J'étais allé voir, à ce moment-là, ils étaient encore rue de Cléqui, là, derrière l'église, là, à Lyon. J'ai Là. pas connu ça, oui. Ah oui, ils étaient encore là. Et je me rappelle, il y avait un chef du contentieux, c'était M. Petitbon, il s'appelait. Mais j'avais fait un scandale, je me suis dit, c'est pas possible. Mais bon, alors on dit, on va vous arranger ça, bon c'est une erreur, c'est un machin, tout quoi. Mais vous voyez le truc, bon, de voir ça, et j'étais en vacances, c'est resté combien de temps affiché sur ma porte, passage d'huissier, tout autre truc et tout. Alors, c'est traumatisant quand même, quoi. Ah oui, C'est traumatisant. c'est sûr, ouais. Hein? Le déshonneur. Ah oui, complet. Et là, j'étais fautif, moi. J'avais pas payé ma majoration de retard, c'est vrai. Mais enfin, c'était quand même pas. Ouais. Hein? Ah oui. Et à l'époque, vous payiez à l'URSSAF? Oui. Ben, les allocations familiales, on payait Ah oui, pour ça. d'accord. On payait la retraite, on payait la maladie, et les allocations familiales, on les payait à l'URSSAF. D'accord. Ok. C'est pour ça qu'ils ont voulu regrouper, faire l'interlocuteur social unique, Ah oui. pour regrouper toutes les cotisations. Mais manque de chance, le matériel n'a pas suivi, quoi, disons. L'idée en elle-même était peut-être pas mauvaise, hein, mais il aurait fallu qu'il y ait des outils en face quoi, pour travailler. Et puis la volonté. Oui. Et moi je me rappelle, une fois j'ai vu Van Kungen qui était à Lyon là-bas. Je crois que c'était pour le départ à la retraite de Georges Gorn. Oui, oui. En Bon. haut de la tour de. À la tour, vous y étiez? Oui, Oui, oui. Et ben j'avais discuté avec Van Kungen et puis je sais pas, quand il a su que j'étais du RSI, je le connaissais déjà parce que je l'avais vu à Paris, mais enfin, alors il y avait un de ses collègues à côté, je sais pas qui c'était, du tout, dis donc. On n'a pas bien fait de se bagarrer, hein. Autrement on allait perdre les travailleurs indépendants. Heureusement que les syndicats nous ont aidés pour les garder. Hein. Mais il y avait eu une bagarre là, et l'URSSAF, la COS, quoi, puisque c'était la COS, était intervenue pour garder les travailleurs indépendants. Ils avaient pêché dans la balance pour dire, parce que si on partait, ça leur faisait perdre des emplois, des trucs comme ça et tout. Donc, Ah oui. Oui. s'ils perdaient le truc. Alors c'était une lutte d'influence et la course, bon bah c'est plus puissant que le RSI, quoi. Oui, ça. Ouais. Et je lis Van Kungen qui a dit ça. Il était à l'époque, lui, le directeur de l'ACOS. Ah oui, à l'époque, oui. Ah oui, à l'époque, il était directeur de l'ACOS, hein, D'accord. quand ça s'est fait. C'était lui le directeur de l'ACOS, Oui. donc en 2008. Non, c'était avant alors, parce qu'il est venu à la CNAM en 2005. Ben, oui, ben, alors ça a dû se décider avant. Ouais. Ça s'est appliqué au 1er janvier 2008, quoi. C'est Oui. pour ça, mais ça s'est fait avant, Ouais, bien sûr. Oui, Ça s'est fait c'était avant. négocié avant, ouais. Ouais, ouais. Ben,
Aucune gaine. Rocky. Rocky, pour les intimes. Ouais. Mais à côté de ça, il n'était pas désagréable comme gars. Non, oui. Bon, je vois, souvent j'allais à la caisse nationale là, pour des réunions, n'importe quoi, j'allais manger à la cafette, il arrivait avec son plateau, il mangeait au milieu de tout le monde et tout, il était... Ouais. Alors qu'à cette époque-là, nous on avait, comme directeur, on avait Ligier, là, notre premier directeur, il avait son chauffeur qui l'emmenait manger dehors, lui. On avait la cafette en bas, on mangeait bas, d'ailleurs on mangeait même très très bien. Il y avait un chef là qui était un bon cuistot, on mangeait très très bien, mais lui il avait pas le chauffeur, il allait manger en vite quoi. Mélange pas les torchons et les serviettes. C'est ça. Moi, ça se fait moins maintenant, ça. Oui. Parce qu'il y a maintenant Cellier. Stéphane Cellier, non, Oui. il est très abordable. Oui, oui. Il est très abordable. Mais c'est toujours la même chose. Il est très abordable, mais il sort du ministère des Affaires sociales. Ouais. C'est un énarque qui sort des Affaires sociales. Il est nommé par le ministère et tout. Il n'a qu'un patron, c'est surtout pas le conseil d'administration. C'est tout sauf le conseil d'administration. Ouais, que c'est spécial. Ouais. Et oui, non, mais ils sont comme ça maintenant. Les directeurs, ils sont nommés. Dans les ARS, je crois que c'est la même chose. Hein. Oui. Ils sont nommés en conseil des ministres. Hein. Les gars, c'est appliquons La ligne. l'information, elle va en descendant maintenant, mais elle ne va plus en remontant. Avant, il y avait un échange quand même, il remontait un peu les informations. Maintenant, c'est fini. Oui, ça c'est dommage. Disons qu'il y a la CRSA, mais le problème c'est que ça dépend de qui est à la tête de l'ARS, quoi. La conférence régionale de solidarité, Ah oui, voilà, et de l'autonomie, et du coup il y a quand même une centaine de personnes par CRSA qui sont censées... mais le problème, moi j'ai siégé un petit peu là aussi. Mais le problème, c'est qu'on a beaucoup de, disons, de budgétivores. Oui. On a toutes les associations de malades, de trucs, de retraités, de pageants et tout, qui sont toujours en train de réclamer. Oui, et encore eux, ils sont peu finalement dans la CRSA, mais il y a tous les offreurs de services, il y a tous les hôpitaux, les médecins, Oui. etc. Ceux Ah qui oui, vendent toutes les l'équipement. professions, tous les syndicats. Donc du coup, là aussi, c'est... Mais si, il y a beaucoup, et je vois à Lyon par exemple, c'était Madame de Victor, la présidente. Elle était présidente d'une association de, De malade. Ouais. je ne sais pas quoi, quelle maladie. Oui. De malade, oui. Oui, il est président d'une association de malades. Bon. Et ils ont un poids énorme là-dedans. Ouais, mais ça dépend. Mais d'ailleurs, je ne sais encore même de- pas si elle n'a pas été nommée au plan national. Oui, elle est présidente. de la Nationale maintenant. CRSA. Oui, il me semblait, oui. Oui, j'étais pas sûr, mais il me semblait qu'elle était présidente nationale. Oui. Elle l'a remplacé, il est pas mal, lui, hein, on le voit souvent à la télé, l'ancien président national de... On ne rappelle plus son nom, un gars qui a plus de cheveux, là. Mais qui est pas mal. Il défend pas mal quand même les assurés, quoi. Souvent dans des débats, je l'ai vu dans des débats un peu à la télé, par là. Et... pas Sens... Il y a Christian Saout. Pardon Christian Saout ou ça. Saout, oui, voilà. Voilà, c'est ça, en Saout. Bourgogne. Oui, excusez-moi, Sens, un truc comme ça, non, mais c'est Saout, oui. Oui. Mais par exemple à Lyon, jusqu'à une certaine époque, la CRSA, ils étaient complètement muselés. Effectivement, normalement, l'information elle est censée partir de cette conférence, elle remonte vers l'ARS et l'ARS fait remonter. Ouais. Et si le directeur il a pas trop envie de les écouter pour dire vite, il les écoute pas. Enfin, il parle mais il les écoute pas, il fait pas remonter l'information. Moi, je sais que j'y ai participé, je ne me rappelle plus à quelle commission j'allais, mais j'ai pas trouvé qu'on avait beaucoup de possibilités, quoi. Moi, j'avais le sentiment que, pour un peu, je me demandais ce que j'allais y faire. Ouais. J'avais le sentiment, hein. Maintenant, il y en a peut-être d'autres qui étaient plus motivés. Convaincu. J'ai peut-être pas assez motivé, peut-être, je sais pas. Déjà le nombre, ça fait Oui, que voilà, c'est ça, il y a c'est trop nombreux. difficile de se faire Oui, entendre. oui. Et puis les demandes budgétaires aussi, ça casse un petit peu Ah bah oui. l'écoute. Hein. Parce que ça Oui. oblige
la personne qui est interpellée à être sur la défensive, Ouais. parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Donc si elle est sur la défensive, elle n'écoute pas bien le reste. Ouais. C'est pas... Ça fait un climat qui n'est pas forcément à l'écoute, quoi. Enfin, c'est bien compliqué la Sécu, hein. Mais ça... Ouais. Mais c'est passionnant. Mais quoi qu'il en soit, moi, si vous voulez, il y a quand même un principe pour moi qui est intangible et c'est la solidarité. Je crois qu'on ne peut pas se séparer de la solidarité. Et là, je boue toutes les fois que j'entends des gars qui la remettent en cause. Et il y en a, hein, j'ai eu moi-même dans des conférences ou des trucs comme ça, des gars ouvertement, je dis, ils sont gonflés quand même. Ils sont gonflés. Mais donc moi je dis la solidarité, on peut pas y échapper. On peut pas y échapper. Mais on entend de plus en plus, mais oui, mais les gens, on paye pour des feignants, pour des trucs décidés là et tout. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Pour les laisser crever dans le trottoir ou dans la rigole? Sinon on soigne les gens, quoi. Et puis les gens, et on leur donne, ils entendent à la retraite, bah oui, ils coûtent moins cher que s'ils ont que dalle, puis qu'ils vont dans une maison, tu les fous dans un foyer, ils vont te coûter bien plus cher que les 600 € par mois que tu peux leur donner. Il est là le problème. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ou alors, il faut réinventer les fleurs rématoires, quoi. Et puis les vieux, les vas-y machin. Ouais, et puis c'est surtout que les exemples qu'ils prennent toujours, c'est toujours relayé par des partis politiques, mais ces exemples-là de gens qui profitent, c'est des personnes qui sont là. Enfin, il y en a très peu en fait, c'est toujours les mêmes qu'on en remet sur le devant du tapis, mais proportionnellement. Non, mais le problème, il est aussi, le problème, il est aussi que tout le monde connaît une personne qui tire sur la corde, qui abuse de trucs, qui se déclare au chômage, et qui travaille au noir, qui fait du truc, et qui triche possible. Tout le monde en connaît un. Mais vous en connaissez un, vous aussi, et moi aussi. C'est peut-être le même. Ça ne veut pas dire qu'il y en a trop, c'est peut-être le même. Et c'est ça le problème. Alors on a tendance à multiplier, à dire tout le monde en connaît, mais oui, mais c'est les mêmes. C'est les mêmes. Ça ne veut pas dire non plus qu'il y en a autant que ça, quoi. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont. Et là, c'est l'exemple, quoi. Ça ne va pas chercher des sommes phénoménales, parce que regardez maintenant les redressements qu'ils font, que ce soit dans les allocs ou n'importe quoi, c'est epsilon au niveau pourcentage par rapport à ce qu'ils payent. C'est pas ce qui met en péril vraiment le régime, quoi. Et justement, la lutte contre la fraude au RSI, ça a donné quelque chose? Ben, disons que maintenant, c'est inter-régime. Oui. Oui, il y a un comité de lutte contre la fraude qui est inter-régime. Alors je sais pas, moi oui, on a eu quelques trucs, hein, quand même. Moi, avant, quand on était autonome, on le faisait nous-mêmes. Par exemple, sur les indemnités journalières. On a eu pas mal de trucs là-dessus. Des gars qui étaient en arrêt et qu'on ne peut pas trouver sur le chantier, quoi. Je me rappelle, il y avait un truc, la mère, on avait une inspectrice, là, les taxis par exemple qui étaient en arrêt, elle leur téléphonait pour se faire transporter à l'hôpital ou n'importe quoi, le gars il venait la chercher, tout, ils étaient en arrêt de travail. Oui. Elle leur demandait de facture, ils faisaient la facture. Ah oui? Oui. Ah ben, le plus chouette qu'on a eu une fois, c'est même moi qui l'avais reçu. Mais là, il était pré-retraité, taxi pré-retraité, mais avec une autorisation de travailler en partie, quoi, de faire certaines activités et tout, et il s'était mis en maladie. Et lui demande tout, et il vient, il prend notre inspectrice et tout. Donc on le convoque, et puis on avait fait un calcul à peu près récapitulatif, un truc comme ça, et puis il lui dit, ben voilà, le machin, vous avez fait ci, ça, oui, mais machin, qu'est-ce que je peux faire avec ma retraite? Je peux pas vivre avec ma retraite. Oui, bien sûr, c'est la retraite, ça, comme vous avez cotisé, mais là, enfin bon, on explique comme ça, et je lui dis, ben voilà, il y avait, c'était encore, je sais pas, une question que 200-300 € maintenant, un truc comme ça, quoi.
Et le gars, il avait une superbe Mercedes impeccable. Hein, il avait, et donc, disons, la valeur de 300 €, quelque chose comme ça. Je dis, ben, vous vous remboursez comme ça maintenant, ou alors ben, on porte une plainte et puis ça va au tribunal, vous serez condamné, tout ça. Oh non, mais moi, machin et tout. Oh non, vous faites donc ce que vous voulez, j'en ai rien à secouer et tout. Bon, ben, ça va. Le gars, il part. Il revient 1 heure après, avec le carnet de chèque, il dit, allez, je vous les donne vos 300 €. Je vous les donne vos 300 €. Mais, vous voyez, il y a pas mal de trucs comme ça. Ça ne va pas chercher des sommes phénoménales, globalement, par rapport au budget, mais de temps en temps, ça fait l'exemple aussi un peu. Ça fait un peu l'exemple, quoi. On compte un peu sur l'effet pédagogique. Mais c'est pas évident. Et statistiquement, il y a 5% de fraudeurs partout, dans toutes les, Ah oui. dans toutes les structures. Donc, et on avait des problèmes, par exemple, sur le contrôle, nous, les dentistes. On avait une dentiste qui était très, très rigoureuse. L'application du règlement, le règlement, c'est le règlement. Et mademoiselle, je ne me rappelle plus son nom, c'était d'origine un petit peu asiatique. oui, oui, je vois. Vous la voyez? Je l'ai vu, oui. Oh, on a eu ces problèmes avec les dentistes. Affreux. Alors, le problème, par exemple, sur des demandes d'entente préalable, pour certains soins, alors des soins légers, il fallait une demande d'entente préalable. Les gars, ils ne la faisaient pas, ou alors, après, ils avaient pris la combine, ils la faisaient au régime général, Ah, d'accord. au lieu de la faire chez nous. Et au régime général, les premières demandes, ils les acceptaient toutes. Ouais. Là, il y avait un certain laxisme, on peut dire, Oui. au régime général. La première demande, ils l'acceptaient systématiquement. Alors, ils recevaient un truc comme quoi ils pouvaient le faire, et après, ils envoyaient leur tout pouvait se faire rembourser. Et nos dentistes conseillers, ils disaient, mais il n'y a pas d'entente préalable. Si, il y en a une comme ça, mais pas avec nous, quoi. Et on a eu ces problèmes. Alors, les dentistes qui nous accusaient d'être ci et là, parce qu'au régime général, ça passait. Au régime général, c'était bon, et chez nous, c'était pas bon, parce que notre dentiste, elle était ric-et-rac, quoi. Oui, oui. Et il y avait un certain laxisme, et là, on s'en est vu avec ça. Hein. On s'en est vu, parce que alors, les dentistes, ils nous avaient dans le collimateur. Hein. Et oui. Mais là, c'était à l'époque, même pour le RSI, c'était encore l'assurance maladie. Ouais. Mais c'est pour ça que je vous dis, la gestion du risque, c'est quelque chose de pas facile. C'est quelque chose de pas facile. Alors, la gestion du risque, ça marche avec les assurés. Mais avec les professions de santé, c'est autre chose. Hein. Avec les professions de santé, c'est autre chose. D'ailleurs, on voit de temps en temps, il y a des scandales, des infirmières qui font 25 heures de boulot par jour. Hein. Oh ben. Et les transports. Transport aussi, oui, il y a pas mal de... des gros problèmes. Avec les transports, oui. Les ambulances, Voilà. même les taxis aussi. Hein. Ouais. Ah oui, il y a pas mal de problèmes. Et c'était vos adhérents ou pas? Alors les taxis, oui. Oui. Alors les ambulances, souvent, elles étaient en société. Hein. Oui. Alors en société, ils sont au régime général, ils sont gérants minoritaires, donc ils ne sont pas chez nous. Hein. Nous, on est que les individuels et les gérants majoritaires au régime des indépendants. Mais les taxis, oui, ils sont chez nous. Hein. Donc vous les aviez des deux côtés? Oui, voilà. C'est pas très pratique, ça? C'est bien distinct quand même. Hein. Ouais. Ils payaient leurs cotisations, quoi, comme n'importe quel artisan, et ils avaient droit de facturer leur... parce que pratiquement, ils sont tous conventionnés. Hein. Ouais. Les taxis sont pratiquement tous conventionnés. J'ai passé 2-3 mois là, comment dirais-je, dans l'Isère, mais à Montalieu. Et j'avais été convoqué pour une consultation à Lyon, là, donc j'ai pris un taxi là-bas, à Montalieu. Et puis le gars, il était bien sympa, on discutait. Je lui ai dit, mais les transports sanitaires, c'est au moins 50% de votre activité. Il m'a dit, vous rigolez? 90? Il m'a dit 95. Lui. 95. Mais les taxis de campagne, ils travaillent qu'avec le sanitaire. Hein. Ah oui, oui. Alors, des fois, je leur dis, moi, c'est comme aux médecins, je leur dis, mais s'il n'y avait pas la sécurité sociale, vous iriez au resto du cœur. Hein. Ben oui. Ben oui, mais c'est ça. Bien sûr.
Et après, ils disent que leurs cotisations sont trop chères. Eh oui. Eh oui, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? On passe à table? Oui. Hein? On a